de choses qui ont été abordées, des principes qui ont été abordés, donc j'essaierai de passer relativement vite. Alors ça va être une présentation qui va surtout vous permettre d'avoir accès à des clés d'interprétation, savoir d'où viennent les outils, les recommandations que l'on peut être amené à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun des outils, mais simplement vous proposer des clés de réflexion et une grande transparence sur la façon dont on travaille jusqu'au conseil aux viticulteurs. En ce sens, j'associerai ma collègue Viviane Bécard d'Institut Rodanien, avec qui on travaille sur l'édition de bulletins et qui, à mon sens, a la démarche la plus aboutie dans l'édition hebdomadaire d'un journal du stress hydrique. Donc, en fin de présentation, j'utiliserai quelques-unes de ces diapositives. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi évaluer la contrainte hydrique? Donc, on l'a vu, Viviane l'a rappelé, ce graphique parle de lui-même. Donc, on voit que sur un axe gradient de contrainte hydrique allant de la gauche vers la droite, on a la croissance de la végétation qui est beaucoup plus affectée par la contrainte hydrique que la photosynthèse. Donc, tout le but du vieil adage que la vigne doit souffrir pour donner le meilleur d'elle-même, c'est de se situer en période de maturation dans cette zone de potentiel de maturation et de mise en réserve optimale. Tout l'enjeu de la démarche est de savoir la quantifier, la mesurer pour être sur le seuil d'équilibre. Alors comment fait-on? On en a beaucoup parlé également, c'est les fameux potentiels hydriques que l'on voit depuis ce matin. Et comment ça se passe de façon très imagée? J'emprunte la réflexion au professeur Champagnol qui considérait la vigne finalement comme une éponge que l'on pouvait poser à la surface du sol et qui se déshydrate dans la journée sous l'effet de l'évapotranspiration et qui se réhydrate la nuit en fonction de la disponibilité en eau du milieu. Et finalement, c'est une image qui parle d'elle-même. Quand on prend cette éponge et si on essaye d'extraire l'eau qu'elle contient, c'est un petit peu la même chose que doit faire la vigne pour extraire l'eau du sol. Donc plus la valeur est importante, plus on est en dépression, notamment au midi solaire, plus la valeur est faible, plus on est dans des situations de contrainte hydrique modérée. Et ça se mesure avec cet outil-là, qui est illustré sur la gauche, une chambre à pression, directement à la parcelle. Et dans les différents indicateurs que l'on peut obtenir avec cet outil-là, il y en a un particulier qui se mesure en fin de nuit, qui s'appelle le potentiel hydrique foliaire de base, et qui représente l'état d'équilibre avec la disponibilité du milieu, indépendamment de la journée de mesure, qu'elle soit ensoleillée, ventée, nébuleuse ou autre. Donc on a une valeur qui est extrêmement fidèle en situation de forte contrainte hydrique et qui renseigne bien sur le niveau de contrainte hydrique. Et son niveau d'évolution d'un jour à l'autre traduit la cinétique d'établissement de la contrainte. Donc ce sont des mesures qui se font très facilement au vignoble dès l'instant qu'on arrive à se déplacer régulièrement. Et qu'est-ce qu'on en fait en termes pratiques, en termes de conseils? On fait d'autres mesures associées au niveau des travaux de recherche. Vous avez sur la droite là, un axe croissant de contrainte hydrique, et on l'a vu également avec quelques illustrations de Viviane ce matin. On a d'autres outils qui sont disponibles qui permettent de mesurer l'activité photosynthétique. Et quand on relie le niveau de contrainte à l'activité photosynthétique, on s'aperçoit par exemple chez la vigne qu'on a un fonctionnement de type tout ou rien. C'est-à-dire que la plante fonctionne très bien, transpire, jusqu'à un certain seuil à partir duquel tout s'écroule. Et cette information est très utile au vignoble. J'en veux pour preuve différentes expérimentations que l'on a pu conduire. Ici, je fais part d'une expérimentation avec les collègues du Vaucluse, sur lequel on met en place des stratégies d'irrigation ou non. Alors là, peu importe, c'était le 26 juillet. On fait un suivi dans la journée, c'est notre fameuse éponge qui est posée au sol. Voilà, on observe la dynamique d'établissement de la contrainte. Et là-dessus, on rajoute ces seuils d'interprétation. Et on s'aperçoit par exemple que sur cette parcelle-là, au 26 juillet, pendant 2 à 3 heures de la journée, la plante a complètement cessé son fonctionnement. On serait un petit peu plus tard en saison, c'est un blocage de maturité. Et à force de multiplier les références dans différents types d'expérimentation, en faisant varier les régimes hydriques, on arrive ainsi à proposer, quelque chose sur lequel je m'appuierai tout au long des présentations, des abacs d'interprétation de la contrainte hydrique en fonction de la phénologie. Donc ces abacs-là sont issus des expériences assez régionales. Elles doivent être validées lorsqu'on s'intéresse à différentes régions climatiques, mais elles nous permettent de porter un diagnostic lorsque l'on fait une mesure au vignoble d'une part, et d'autre part de bien mettre en avant ce qu'on a un petit peu imagé depuis ce matin, la nécessité d'interpréter le niveau de contrainte hydrique
avec sa période de survenue, avec la phénologie. Et de cette façon-là, on arrive à relier un itinéraire hydrique à différentes gammes d'objectifs produits souhaités au vignoble. Donc quand on en est là, on est toujours sur des approches qui sont relativement peu accessibles pour le viticulteur, hein, ou voire pas du tout avec ces outils de mesure. Donc on a eu la prétention, l'intention de proposer des outils, comme l'a montré Étienne ce matin, de modélisation du bilan hydrique. L'idée, c'est de dire, moyennant la connaissance du sol, et ici dans cette région, vous êtes, je crois, les mieux placés en termes de performance de caractérisation des différents terroirs, donc moyennant la connaissance de la réserve utile des sols et l'interprétation que l'on peut faire des paramètres climatiques, comme on l'a vu ce matin, on découple l'influence du climat sur des paramètres de transpiration de la végétation, évaporation du sol et transpiration du couvert herbacé éventuellement. Donc tout ça, c'est la demande. Et de l'autre côté, on a la fourniture représentée par les pluies. On fait une équation en apparence assez simple qui donne un bilan. Et donc, on l'a vu tout à l'heure également, un exemple, une illustration de ces bilans vous est ici proposé, avec en grille de fond une grille d'interprétation de la contrainte hydrique. L'avantage, comme le rappelait Étienne ce matin, c'est que sur ces graphiques-là, on peut soit comparer différentes parcelles sur un même site, soit différents millésimes pour caractériser l'intensité, alors ça reste de la modélisation, mais caractériser l'intensité du millésime. C'est ce qui vous a été présenté sur l'outil e-terroir, donc je ne vais pas y revenir dessus. Et c'est la première des choses qu'on utilise lorsqu'on veut faire des bulletins de suivi, de conseils à l'irrigation. Donc on fait de la modélisation. Maintenant, c'est assez bien calé, on a les grilles d'interprétation qui nous satisfont. Je reviens un petit peu quelques mois en arrière. Floraison, début juin 2022, grosse inquiétude. On fait tourner nos outils de modélisation. On s'aperçoit sur la courbe en rouge, sur ce site-là, qu'on sort vraiment, et c'est très inquiétant. Ça l'était par rapport à l'interprétation que l'on avait du climat, bien sûr, mais lorsque l'on fait les répercussions sur les grilles d'interprétation, on s'aperçoit qu'on plonge vraiment très dangereusement. Quand on en est là, on ne se satisfait pas de ce qui est proposé par la modélisation, mais on va faire des mesures de contrôle. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas d'outil miracle qui soit assez performant, accessible économiquement, qui enregistre en temps réel et qui caractérise très très bien et finement ce qui se passe au vignoble. Donc on est sur la complémentarité de différents indicateurs que l'on souhaite les plus accessibles entre eux pour caractériser la contrainte hydrique. Donc, quand il s'agit de l'information, ça arrive. Pardon, je passe un petit peu vite. On fait des mesures de confirmation au vignoble. Alors, quand il s'agit des organismes de conseil ou technique, on utilise la chambre à pression. Le problème, c'est quand on diffuse une information, quand cette information est généralisée et demande des réponses en tout point du territoire, ça reste peu accessible. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est les méthodes qui sont préconisées pour faire le point sur ces parcelles en complément de la modélisation. La première des choses à laquelle on s'est intéressé, parce que c'est aussi issu d'habitudes d'irrigants agricoles, notamment en maraîchage, en arboriculture ou en grande culture, c'est mesurer l'état d'humectation des sols. Alors il existe différentes techniques. Ici, il y a la tensiométrie ou les sondes capacitives qui ont été abordées également ce matin. L'idée, c'est toujours la même, c'est de relier une mesure d'humidité des sols à un niveau de contrainte hydrique. La problématique que l'on rencontre dans le milieu viticole avec ce genre d'outils, c'est qu'il n'y a pas une parcelle qui ressemble à l'autre en termes de profondeur de sol, en termes de disposition du système racinaire. Donc on ne sait pas à l'avance quelle est la profondeur de sol qu'il faut prospecter pour que la valeur qui est mesurée soit représentative du niveau de contrainte hydrique. D'où l'extrême importance de l'acquisition de la connaissance des terroirs, des variations de sol, de pente, etc. Et j'en veux pour preuve cet exemple-là, qui représente sur une trentaine de parcelles l'évolution de la valeur de la tensiométrie, l'humectation, à 60 cm systématiquement installée dans différentes parcelles. Et on s'aperçoit que sur la gamme de contraintes modérées
qui est le début finalement d'inquiétude vis-à-vis de la contrainte. Quand on le mesure à la chambre à pression, là, 3-4 bars, on s'aperçoit qu'on a une très grande variabilité de l'indicateur humectation. C'est pas que ça marche pas, c'est que ça représente l'extrême diversité des profils d'enracinement. Et tantôt, on était dans la zone préférentielle, d'autres fois, on était soit trop haut, soit trop bas. Mais on a du mal à savoir à l'avance, sans une étude poussée, quelle est la profondeur de prospection qui est représentative. Et comme ça a été cité dans la première intervention, pour autant, c'est une information qui est très intéressante, car sur des sites de référence, et j'insiste sur cette nécessité, ça permet de comparer l'évolution des millésimes et l'évolution de l'intensité des millésimes. Sur un site de référence, la valeur relative est extrêmement importante, non pas la valeur absolue, bien sûr, mais la valeur relative à mettre en lien avec les méthodes bilancielles que l'on a présentées précédemment. Un autre indicateur complémentaire que l'on développe beaucoup depuis 2-3 ans, on l'a abordé également avec la présentation de Vivian, c'est la notion liée à la méthode des APEX. Alors, la méthode des APEX, c'est quelque chose qui date déjà depuis un petit moment. En 2009, les collègues, là, Olivier Jacquet, Begonia Rodriguez et William Trambouze avaient proposé la méthode. Le principe, c'est de dire, comme la croissance, c'est la première fonction physiologique à être affectée par la contrainte, est-ce qu'on n'arrive pas à relier finalement une dynamique de croissance à des niveaux de contrainte? Le principe de notation est tout bête. On replie les 2 dernières feuilles étalées le long du rameau. Si l'APEX dépasse, on est en croissance, pleine croissance. Si l'APEX est recouvert, croissance ralentie. Et s'il est tombé ou qu'il est sec ou on est en arrêt de croissance, peu importe. L'idée, c'est que grâce à un partenariat avec l'Institut Agro de Montpellier, on a pu développer une application gratuite. Ce n'est pas pour faire de la pub, je n'ai pas de plus-value à la faire, mais quoi qu'il en soit, on la diffuse vraiment généreusement. Et finalement, le recours au smartphone a permis de démocratiser la méthode, parce que jusqu'à présent, il fallait revenir, noter, faire ses calculs à la parcelle, c'était un peu embêtant. Aujourd'hui, vous faites une simple observation au vignoble. Voilà, l'écran de droite, les 3 carrés, c'est les 3 gros boutons en pleine croissance, ralenti ou arrêt. Une 50aine d'observations. Avec l'habitude, ça prend 5 à 10 minutes. Et on a réussi à relier ces niveaux d'observation à 4 grandes classes de contraintes hydriques. C'est sur l'écran de gauche en bas. Absence de contrainte, contrainte modérée, sévère, modérée ou sévère. Alors, ce n'est pas d'une précision absolue, mais par contre, c'est d'un grand recours. On n'a pas besoin d'une précision absolue. Ce qu'on veut, c'est juste confirmer les observations que l'on a ou les évolutions tendancielles que proposaient les bilans hydriques. Et ça suffit pleinement à cette fonction-là, d'une part. D'autre part, c'est démocratisable, c'est accessible à tout un chacun. Je surveille l'heure. Et avant de passer à l'illustration de ma collègue là, des Côtes-du-Rhône, je voulais quand même revenir sur quelques notions d'interprétation que l'on a abordées ce matin entre ces différents indicateurs. Donc d'un côté, le niveau de remplissage du sol, que j'imageais sous forme d'un gobelet. De l'autre côté, les mesures de référence à la chambre à pression. L'indicateur que peut proposer le suivi des APEX. Et en complément, juste pour réflexion, je vous livrerai un petit peu ces seuils d'interprétation, le niveau de transpiration des feuilles. Alors, quand le sol est rempli à 100%, pas de surprise, on n'a pas de contrainte au niveau de l'indicateur chambre à pression, l'application donne un niveau absence de contrainte, et la transpiration est à 100%. Il faut savoir que même lorsqu'on atteint 40% d'épuisement des réserves, c'est un des seuils qui est inclus dans l'application e-terroir, la vigne transpire toujours 100%. Elle est bien adaptée à la sécheresse, c'est-à-dire qu'elle a une grande tolérance. Jusqu'à 40% de disponibilité en eau dans le sol, tout se passe comme si tout allait bien. Ce qui fait que ce n'est pas tant le niveau de contrainte, j'anticipe un peu, mais ce n'est pas tant le niveau de contrainte atteint au vignoble qui est important, mais sa date d'atteinte, essentiellement. Pour passer dans la gamme modérée, on va même au-delà de ça, puisque quand on change de classe d'absence de contrainte à contrainte modérée, on a épuisé plus des 3/4 de la réserve en eau du sol. Et la transpiration réduite à 50%. Donc retenez bien cette idée-là, la contrainte modérée, il y a plus des 3/4 de l'eau dans le sol qui sont épuisés. La vigne résiste bien à la sécheresse pour autant. Et ainsi de suite. Si ça s'affiche correctement.
on s'aperçoit que les gammes de niveaux de contrainte fortes à sévères, donc qui représentent des problématiques au vignoble, concernent moins de 10% des réserves hydriques du sol. Ce qui veut dire que finalement, il ne faut pas avoir peur d'un assèchement du sol. Par contre, il faut avoir peur de sa survenue très tôt. D'où l'intérêt de surveiller l'évolution climatique. Ce n'est pas les niveaux de contrainte forts qui sont préjudiciables. Quand il arrive une contrainte forte à la veille de la récolte, on ne s'en inquiète pas. Ce même niveau de contrainte-là, s'il arrive plus tôt, est très inquiétant. Et la transition est difficile à imaginer, mais factuellement, quand on regarde les tendances d'évolution de la contrainte, c'est parce qu'on est tôt à des niveaux d'épuisement à la floraison, qui ne sont pas forcément inquiétants, mais quand on a déjà épuisé la floraison, s'il ne pleut pas derrière, c'est là qu'on plonge énormément. Si jusqu'à la floraison ou fermeture de la grappe, il n'y a pas de contrainte hydrique, en général, il peut se passer quoi que l'on veut derrière, ce n'est pas problématique. Voilà, ce qui faisait dire à ma collègue des Côtes-du-Rhône une situation, une photo, un moment particulier. Toujours bleu dans le ciel, déjà jaune sur le sol au niveau de l'herbe, quelques apex qui ralentissent, voire qui commencent à jaunir. C'est une photo qui n'est pas du tout inquiétante, sauf quand on se pose la question de la survenue. Le 7 juin en 2022, c'est là que c'était des sonnettes d'alarme. Donc le suivi du vignoble est extrêmement important et directement corrélé au suivi bilan hydrique. J'accélère un peu parce que vous aurez compris la démarche, on le relie à des bilans climatiques. Et en termes d'organisation au vignoble, voilà comment ça se passe aujourd'hui. On fait des zonages avec des filtres climatiques des grands ensembles. Et sur chacun de ces grands ensembles, les services techniques dédiés repèrent des parcelles sentinelles sur lesquelles on se donne les moyens d'aller faire les mesures, eau dans le sol, apex, chambre à pression s'il faut. Et grâce à la démocratisation des outils, smartphones et autres, on s'appuie sur ces parcelles-là pour faire des avertissements. Et le conseil est associé, donc en fonction de la bonne connaissance des techniciens, est associé et rendu aux viticulteurs qui ont maintenant la capacité de nuancer, d'interpréter la parcelle de référence qui est dûment instrumentée par rapport à leur propre situation. Donc voilà aujourd'hui, et j'en finirai avec ça, comment s'organise un petit peu le conseil en essayant de garder le timing. Donc retenez des outils multiples, des parcelles de référence qui doivent être mesurées avec des outils et des capacités d'extrapolation dans un même ensemble climatique sur lequel on associe les viticulteurs et on les associera de plus en plus pour faire leurs propres observations complémentaires dès l'instant qu'on a des outils qui soient facilement transférables. Voilà, je vous remercie pour votre attention.